Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Salut! Hello! Il fait beau dehors. J'espère que ça vous met de bonne humeur comme moi. Je pensais que t'allais chanter une chanson. J'étais comme aussi qu'elle s'en va, la petite. Mais oui, j'espère que vous allez bien. C'est tellement le fun. C'est plus l'hiver. Il fait beau. Oui! On est rendu aux terrasses quasiment, là. En tout cas, moi, j'en ai déjà fait une. Toi aussi, je pense. Ouais. Terrasse, pas de restaurant, là. Notre propre terrasse, non, là. non. Petit livre, petite lunette de soleil. Ça fait du bien. Oui. Vraiment, pour le moral. Ça nous prenait ça, je pense. Là. On était rendu là. Vraiment. Je pense que dans le dernier épisode, ou l'autre d'avant, je sais pas, j'étais en train de dire que tout était vanille, puis que ça allait pas bien, mais là, ça remonte la pente. Ouais, vraiment. La crème glacée vanille a fondu tellement qu'il fait soleil. Oui. Ben, avant de commencer mon histoire d'aujourd'hui, est-ce que tu veux nous lire les petits shout-outs de la journée? Oui, j'en ai 2 pour nous ce matin, ce midi. C'est le midi au moment où on enregistre. Ouais. Donc, le premier va comme suit. Salut, j'aimerais faire un shout-out à ma maman qui m'a fait découvrir ce podcast incroyable. Son nom est Michel et mon nom est Maëlle. Je crois que ça lui ferait vraiment plaisir. Merci d'avance, les filles. Ah, eh bien, coucou Michel! Salut Michel! Merci d'avoir fait découvrir notre podcast à ta fille, puis merci à toi de nous écouter. Oui, merci de lui avoir fait découvrir et merci à Maëlle de nous écrire aussi. Bienvenue parmi nous! Yes. T'as le même nom que ma cousine, by the way. Maëlle. C'est quand même rare comme nom, me semble. Mais bref, salut à vous deux! Et le deuxième est de Tara, qui veut faire un shout-out à Martin. C'est lui qui lui a fait découvrir Crème glacée et elle adore. Attends. Ah oui, excusez, j'ai bugué. Eh oui, Tara adore Crème glacée grâce à Martin. Voilà, j'ai résumé le symbole. Ça a pas bien été. Mais salut Tara, salut Martin, merci de nous écouter. C'est cool! Oui, salut à vous. Les shout-outs, c'est des gens qui remercient d'autres gens de leur avoir fait découvrir Crème glacée. C'est malade! Ouais. Oui, puis nous, on délivre la bonne nouvelle au début d'épisode. Depuis maintenant 49 épisodes. Hey, c'est bientôt le Big 50! Yes! La semaine prochaine. Êtes-vous prêts? Il va y avoir des confettis puis toute la patente. Non, trop pas. Je leur mets les attentes hautes. Mais bref... Ben là, juste te dire que, sans t'en rendre compte, tu m'as donné ma saveur du jour. Ah! Parce que je ne savais pas, comme je t'ai dit avant qu'on enregistre, j'étais comme, aujourd'hui, je ne sais pas, je me sens quelle saveur, Justine. Et là, tu m'as dit, ben là, tu vas trouver, Christine. Et puis là, je t'ai dit... En tout cas, bref. Mais tout ça pour dire que je pense que ma saveur du jour, c'est de la crème glacée à la vanille fondue sur l'asphalte, qu'on a échappée et qui a réchauffé avec le soleil et qui est devenue une espèce de grosse coulisse de marde blanche. Puis ça, c'est comme un symbole... ça veut dire une signification? C'est un beau symbole pour moi, parce que je trippe pas vanille, on se l'est rappelé. Je comprends. Donc là, c'est le symbole de genre prendre contrôle de ses émotions, d'aller mieux. Le vanille est parti et maintenant, l'été arrive. Je comprends. C'est vrai que ça fait très été des gouttes de crème glacée à vanille qui dégoulinent sur une table à pique-nique, mettons, là. Je vois le genre. Genre, on sait jamais trop si c'est de la crème glacée à vanille ou genre une crotte de goéland, là. Fait que ça fait penser à ça. Parfait. Fait que là, avant de vraiment rentrer dans mon épisode, je voulais vous dire de quoi. Je voulais juste revenir sur mon petit épisode de Stéphane Mongeon, l'épisode 47, je pense bien. Ouais. Oui, c'est ça. Je voulais juste vous dire que j'étais vraiment contente de toutes les réactions qu'il y a eu, de tous vos commentaires, de votre soutien, de à quel point il y a des gens qui ont signé la pétition, là. C'est fou, là, le nombre de signatures a comme augmenté, là, genre a explosé, là, en fait, en une semaine.
Puis tu sais, c'est toutes vous autres, ouais. Fait que je voulais juste faire un petit message, là, pour vous le dire en début, parce que, genre, toute la semaine, quand je lisais vos messages, j'avais... Je sais pas, ça m'a comme touchée de sentir que, comme, on a amené un mouvement, tout le monde ensemble, puis je voulais juste dire que j'étais full fière de notre belle communauté, puis que je vous aime beaucoup, puis que vous êtes toutes là et prêts à agir aussi. Fait qu'en tout cas, c'est cool. Oui, c'est beau. Bravo, cher Cornet. Merci d'être là. Bref, maintenant, on retourne au programme principal. Je vais commencer premièrement en vous faisant un traumavertissement. Vous le savez déjà, tous nos épisodes, ils portent sur des sujets difficiles à entendre, mais, tu sais, on va vraiment le dire comme au début, quand on trouve que particulièrement, tu sais, l'épisode qu'on s'apprête à faire, il est rough. Je l'avais déjà fait comme aussi pour James Bulger, qui était en lien avec un enfant. Ben, aujourd'hui, je parle encore une fois, malheureusement, d'une disparition d'enfant. Donc, un enfant de 8 ans qui sera porté disparu. Et donc, ça risque justement de choquer beaucoup de monde. Il y a juste certains moments dans l'épisode où je vais vraiment dire des choses comme graphiques et un petit peu plus difficiles à entendre. Puis, inquiétez-vous pas, comme avant de le dire, je vais tout le temps l'amener en contexte, puis je vais vous dire de skipper au pire au besoin 30 secondes, 1 minute, tout ça. Fait que je vais vous le dire, mais bref, sentez-vous pas mal si vous voulez pas écouter l'épisode. Je vais parler d'enfants. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est la disparition de la petite Sandra Cantu. Est-ce que tu connais cette histoire, Juju? Je sais pas. Son nom me dit quelque chose, mais je me mélange peut-être de petite fille aussi. Fait que pour l'instant, je vais dire que non. Mais ça se peut que tu aies déjà entendu ce nom-là parce que aujourd'hui, je me suis permise de couvrir un cas un peu plus connu qu'à notre habitude parce que cette histoire-là est venue vraiment me toucher quand je l'ai entendue pour la première fois. Ça fait un petit moment. Puis ça s'est passé comme dans les années 2009, en 2009 plus précisément. Pas très longtemps, juste 2 années après la fameuse disparition qui est arrivée au Québec, qui nous a tous foutu les jetons en tant qu'enfants, là, la disparition de Cédrica Provencher. Je sais qu'on en a déjà parlé dans nos débuts du podcast, là, mais je vais le redire. Pour ma part, le cas de Cédrica, il m'a traumatisée là, à tout jamais. Là. C'était comme la première grosse affaire dans les journaux, dans les nouvelles le soir, genre à TVA, qui m'a traumatisée là, en tant qu'enfant. Là, j'étais comme au camp de jour en plus. Puis là, tu sais, c'est là que j'ai commencé à regarder vraiment autour de moi qu'est-ce qui se passait dans le monde, on dirait. Puis, justement, me faire enlever, là, ça a toujours été comme une peur quand j'étais petite fille. Puis c'est pour ça, probablement, que l'histoire que je vous raconte aujourd'hui m'a autant frappée. Parce que ça m'a vraiment ramenée à mes peurs de petite fille. Mon cas se passe en Californie, aux États-Unis encore une fois, dans une petite municipalité de 80 000 habitants qui s'appelle Tracy et qui se situe au centre de l'État, juste un peu à l'est de San Francisco. Sandra Renee Cantu, 8 ans, habite avec sa famille dans un parc de maisons mobiles qui s'appelle le Orchard Estates Mobile Home Park. Elle habite avec sa mère, Maria Chavez, ses sœurs, Miranda et Simone, et son frère Thomas. Ses grands-parents maternels, à ce que j'ai comme compris dans quelques sources, certaines sources disaient qu'ils habitaient tous ensemble, certaines sources disaient qu'ils étaient comme presque voisins, mais bref, j'ai l'impression que ses grands-parents maternels habitaient également le parc de maisons mobiles, peu importe où. Bref, je voulais juste le mentionner. Puis pour ce qui est du père de Sandra, il s'appelle Daniel Cantu, elle l'a pas vu depuis environ 2 ans. Ses parents se sont divorcés il y a quelques années, puis son père, il est vraiment plus dans sa vie, malheureusement. Il habite quand même assez loin, toujours aux États-Unis, mais comme vraiment au sud, là, proche des bords de Mexico, États-Unis. Donc, elle le voit vraiment pas souvent. La communauté du parc de maisons mobiles où la famille de Sandra habite, c'est une communauté vraiment tissée serrée. Donc, le parc, en gros, c'est quelques rues, comme plusieurs rues avec quelques maisons, peut-être une 60aine, puis tout le monde se connaît. Fait que c'est vraiment comme une grande famille, tu sais, les gens, ils marchent ensemble le soir, les enfants, ils jouent dans le parc, les gens, ils s'entraident pour faire des travaux sur la maison. Vous comprenez le genre, là, c'est vraiment beau à voir. Le vendredi 27 mars 2009, quelque chose va venir bouleverser cette espèce d'harmonie dans la municipalité de Tracy au grand complet. Les habitants du parc de maisons mobiles, ils vont être complètement sans mots quand ils vont apprendre que l'une des leurs a disparu. Juste avant de rentrer dans les détails de ce
triste vendredi soir, je vais te décrire un peu la petite Sandra, qui malheureusement va être la personnage principale dans mon histoire. Sandra Renee Cantu est née le 8 mars 2001. Donc, ce vendredi soir-là, le 27 mars, ça faisait vraiment pas tant longtemps qu'elle avait 8 ans. C'était dans le mois de sa fête, mettons. Sa famille la décrit comme une petite fille souriante, pleine d'énergie. C'était une enfant qui se souciait pas de grand-chose, dans le sens qu'elle était vraiment pas stressée, anxieuse ou quoi que ce soit. T'sais, tout ce qu'elle voulait faire, elle, c'est danser, bouger, sauter, s'amuser. Elle était toujours en train de sortir de la maison dès qu'elle pouvait, comme le soir, les fins de semaine, pour aller jouer dehors, soit seule dans le parc ou avec ses nombreux amis, parce qu'elle en avait beaucoup. Puis sinon, Sandra, elle faisait de la gymnastique. Elle aimait beaucoup ça. Puis elle avait aussi des très bonnes notes à l'école, ce qui faisait d'elle qu'elle était super aimée de ses professeurs puis de ses collègues / amis de classe. C'était aussi une petite fille qui était super proche de sa famille, super proche de sa mère et surtout de sa grande sœur Simone. Fait qu'elle voulait vraiment comme suivre les traces de sa grande sœur, la plus vieille de la famille et tout. Puis, comme je l'ai dit tantôt, elle, quant à elle, c'était la plus jeune de la famille, donc elle avait 8 ans. Le matin du 27 mars 2009, les enfants de la famille Chavez Cantu, ils se rendent à l'école comme à leur habitude. Ils passent leur journée bien normale, puis ils reviennent chacun leur tour le soir à la maison. On est à peu près vers la fin d'après-midi là, quand ils reviennent de l'école. Et Sandra aussi. Leur petite routine du soir, c'était presque toujours la même là, pour la plus jeune de la famille, pour Sandra. Elle arrivait en véhicule scolaire, le genre de... pas un autobus, là, mais la genre de caravane là, qui a comme un petit écriteau, un peu comme un taxi. Puis là, c'est marqué comme transport scolaire. Je me suis toujours demandé qui prenait ça pour venir à l'école. J'en vois tout le temps passer, mais... En tout cas, ça doit être des communautés qui sont pas assez nombreuses pour prendre un autobus au complet, mais j'ai toujours trouvé ça attrayant. Parce qu'il y en avait j'ai l'impression pas à mon école. Ça doit être différent partout, là, mais je sais que nous, à notre école, c'était souvent les transports adaptés, fait que c'était pour les étudiants qui étaient comme en chaise roulante. Mais j'ai l'impression que dans le cas de Sandra Cantu, ça devait être parce que, justement, les autobus scolaires se rendaient peut-être pas dans son parc, dans son mobile park. Bref, donc elle arrive avec ce fameux transport. Ensuite, elle rentre à l'intérieur, dépose son sac à dos, elle va se changer de vêtements, puis elle va tout de suite sortir dehors pour jouer, en attendant que sa mère finisse de préparer le souper. C'était pas mal ça qu'elle faisait tout le temps, là, genre à chaque soir en arrivant de l'école, à moins qu'il pleuve vraiment fort ou quoi que ce soit. Après le souper, la routine continue, c'était souvent les devoirs, le bain, on va se coucher, blablabla. Sauf que si jamais Sandra, elle avait pas beaucoup de devoirs ce soir-là, souvent sa mère lui laissait ressortir dehors un peu après le souper. Ce fameux soir-là, ce vendredi, quand Sandra va revenir de l'école, autour de 15h, c'est dans son t-shirt Hello Kitty rose qu'elle se changera cette soirée-là. Son chandail préféré du moment, avec une paire de leggings 3/4 noirs. Genre, je sais pas si t'imagines, là, mais genre, moi, je vois vraiment comme... Oui, c'est le en classique, 2009, là. Ouais. Classique outfit de petite fille, ouais. Ça fait vraiment 2009. Puis c'est sûr qu'elle était super mignonne. Puis c'est le genre de mini détail là, dans des histoires qui rendent ça encore plus triste, là, selon moi. Là, genre de savoir que comme elle était full contente, puis elle met son chandail Hello Kitty en revenant de l'école, puis elle le met sûrement pas à l'école parce qu'elle veut pas le briser tellement c'est son chandail préféré, tu sais. Oui, ça rend ça personnel, ça montre la personnalité des gens. Ouais, vraiment. Donc, c'est ça. Puis, ce qu'elle dit à sa mère, c'est qu'elle s'en va jouer chez son amie d'en face. Fait que c'est la petite voisine, la maison d'en face, puis elle sort souvent jouer avec elle le soir. Fait que c'est ça qu'elle fait. Lorsque le souper est finalement prêt, ce soir-là, Maria demande à son fils Thomas d'aller chercher ses sœurs et de les ramener pour souper. Donc, Thomas, il sort, il crie à ses deux plus vieilles sœurs qui sont dans le parc de s'en venir, puis d'aller se laver les mains avant d'aller manger. Puis, les deux plus vieilles, qui eux autres chillaient au parc, genre, je sais pas exactement ils ont quel âge à ce moment-là, ils font juste rentrer à l'intérieur. Sauf que là, la petite Sandra est pas là. Elle est pas chez son amie d'en face, elle est pas au parc, elle est pas dans d'autres modules de jeu un peu plus loin dans le parc. Puis là, Thomas, ce qu'il se dit, c'est que probablement que sa petite sœur, elle niaise. Parce que souvent, elle aime ça, là, genre jouer à cache-cache. Fait que, mettons, elle se cache quelque part, puis là, il l'appelle pour souper, elle niaise un peu, puis après ça, elle sort en y sautant dessus, puis en faisant un saut, mettons. Fait qu'il est convaincu au début que c'est ça qui se passe. Genre, sa sœur est en train de le niaiser. Sauf que là, il cherche, puis après un moment, là, ça fait maintenant 45 minutes
qui se promène partout. Parce que là, il commence à avoir peur, tu sais. Fait que là, il va cogner chez ses amis. OK, peut-être chez une autre petite amie. Là, après ça, il s'en va dans un parc un peu plus loin toujours dans le même quartier de Maison Mobile. Mais vraiment, il y a rien. Donc là, Thomas, il décide de genre retourner chez lui parce que ça a comme pas de bon sens. Puis il se dit que peut-être qu'il est revenu pendant qu'il cherchait lui comme une poule pas de tête. Mais là, il arrive à l'intérieur et elle n'est pas revenue. Sa mère, qui devait se demander comme pourquoi ça avait pris autant de temps, justement, puis pourquoi, comme Thomas, il revient bredouille, là, sans sa petite sœur, elle commence tout de suite à s'inquiéter. Elle est genre, comment ça, elle est pas avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Là, Thomas, il dit qu'il l'a cherché partout, puis qu'il la trouve vraiment pas. Genre, il comprend pas. Fait que là, Thomas, il retourne tout de suite dehors, accompagné de Miranda, la sœur comme du milieu. Puis, ils continuent leur recherche dans le quartier. Ils se rendent chez chacun des amis de Sandra, donc toutes les amies possibles qu'ils connaissent, pour vérifier si elle serait pas dans une des maisons, là, puis elle était restée à souper chez quelqu'un d'autre ou whatever, même si c'est pas son genre. Puis Maria, la mère, et sa plus vieille, Simone, eux, ils vont prendre la voiture familiale, donc la caravane, et ils vont embarquer à l'intérieur pour faire comme le tour du quartier en char, pour vraiment être capable d'aller plus loin puis de comprendre où est-ce qu'elle est. Mais toujours rien. Ils étaient tous complètement morts d'inquiétude. C'était jamais arrivé avant qu'il y ait de la misère à trouver Sandra quand c'était le temps de souper, là. Jamais, 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 là. Comme peut-être qu'elle niaisait 2 secondes, mais tu sais, elle venait tout le temps. Fait qu'ils savaient, là, à ce moment-là, qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Ils ont fait toutes les rues du parc de Maison Mobile, toutes les maisons de ses amis, rien. Sa mère a commencé à avoir un espèce de feeling de mère. Là. Le feeling de comme, ce n'est pas normal, quelque chose de grave est arrivé, comme on n'arrête pas de dire dans plein d'épisodes. Elle voulait pas, mais elle avait comme pas le choix de penser au pire. Là. En ce moment, elle était vraiment inquiète. Donc, à 19h54 précisément, le premier appel 911 va être envoyé au poste de police de la municipalité de Tracy. L'enquêteur du poste, qui va tout de suite prendre l'appel et qui sera donc tout de suite mis en charge du dossier, c'est Timothy Bauer. Je veux juste faire une parenthèse ici, parce que dans les derniers épisodes, je sais pas si tu te rappelles, mais on s'est dit qu'on essaierait de parler d'un cas où les policiers, ils font un bon travail dans l'enquête, puis que c'est des gens bien, puis qu'on parle d'eux, genre, de façon plus positive, là, on s'est dit qu'on allait essayer de faire ça. Eh bien, moi, je trouve que dans l'histoire que je couvre aujourd'hui, c'est le cas. Genre, dès le début de l'enquête, les policiers vont être d'attaque, ils vont se montrer comme vraiment d'un grand soutien à la famille. Donc, bref, Timothy Bauer, que je vais souvent appeler l'enquêteur Bauer, on l'aime. Bon, tant mieux. Ouais, ça va faire du bien un peu. La disparition est donc signalée par Maria Chavez, la mère de Sandra Cantu, à 19h54 précisément. L'enquêteur Bauer va dire que ils reçoivent énormément de signalements de disparition dans le coin. Genre, c'est fou, comme il y en a vraiment souvent. Mais il dit que lorsque c'est en lien avec un enfant ou une personne mineure, ben ils mettent vraiment comme tous les efforts possibles pour essayer de le retrouver comme le plus rapidement là, qu'ils peuvent. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pas comme le fameux genre « ouais, elle est peut-être partie toute seule, blablabla ». Ils sont vraiment comme d'attaque tout de suite, puis ils doivent comme envisager le pire scénario. Lorsque l'enquêteur Bauer est arrivé dans le parc de Maison Mobile, accompagné de l'enquêteur Craig Kootstra, j'ai de la misère à dire ce nom-là, Kootstra, un autre enquêteur du même poste de police, ça va être les deux qui vont vraiment être en charge de l'enquête dès le début, ben Maria, elle va les faire rentrer à l'intérieur, puis elle va commencer à leur raconter comme tous les détails qu'elle connaît sur la journée de Sandra, genre depuis le début, là, depuis qu'elle est partie de l'école, elle est revenue de l'école, toute la patente. Son frère, à un moment donné, il va dire comme que il est convaincu qu'elle aurait jamais quitté le parc de Maison Mobile tout seul, genre par elle-même. Il dit elle devait toujours rester au moins dans le parc, puis pour sortir, il fallait absolument qu'elle soit accompagnée de sa mère, de son frère ou d'un adulte en qui elle a confiance. Fait que peut-être genre le père ou la mère d'un de ses amis, mais comme fallait qu'il demande aux parents. Fait que son frère, il dit « Je suis convaincue qu'elle serait pas sortie tout seule. » Fait que c'est vraiment soit qu'elle est partie avec un adulte de confiance, justement, mais encore là, c'est bizarre qu'elle nous l'ait pas dit, soit qu'elle s'est fait enlever, soit qu'elle est toujours dans le quartier.
Sa tante, la tante de Sandra, qui devait être dans le coin aussi, elle va dire plus tard dans une entrevue avec ABC News que de son côté, elle était vraiment inquiète parce que oui, ok, Sandra, comme elle pouvait pas sortir du parc, mais elle va dire que c'était vraiment une petite fille, genre, qui avait de la jasette, qui aimait ça parler au monde, même si un inconnu comme s'approchait d'elle, ben, elle aimait ça y répondre, puis elle voulait surtout comme vraiment aider le monde. Fait que, tu sais, le genre d'affaires comme Cédrica Provencher de « Est-ce que t'as besoin d'aide pour trouver ton chien? Oui, je vais t'aider, ok, non. » Sa tante, bref, Angie Chavez, elle va dire qu'elle est comme pas surprise que ça se peut qu'elle soit partie avec quelqu'un tellement elle était une bonne petite fille gentille qui veut aider tout le monde. L'enquêteur, il va poser comme le plus de questions possibles à la famille pour en savoir davantage sur leur vie familiale, leur relation avec Sandra, sur les habitudes de la petite, pour tout de suite comme éliminer la piste de est-ce qu'elle serait partie par elle-même. Puis elle va être effectivement éliminée très rapidement. Il n'y avait rien qui semblait louche de la famille Chavez-Cantu. Donc, à ce moment-là, ben, ils se disent « faut qu'on cherche ailleurs ». Ils vont demander à Maria, la mère, de lui donner comme une pièce de vêtement qui appartenait à Sandra, puis une photo récente d'elle. Ils vont tout de suite commencer à faire des affiches, puis à les poser partout, à les mettre dans les médias et tout. Puis aussi, ben, avec la pièce de vêtement, vous allez voir, ils vont s'en servir. Les actions vont tout de suite être prises pour la retrouver. Donc, les battues vont commencer. Les effectifs sur le terrain là, sont incroyables, le nombre d'effectifs. Si on compare à genre beaucoup d'autres cas de disparition qu'on a vus, là, genre d'habitude, ça prend vraiment plus de temps que ça. L'enquêteur en chef, Timothy, ainsi que Craig, une grosse équipe de policiers de la municipalité de Tracy, des agents accompagnés de leurs chiens pisteurs, puis même le FBI va tout de suite rentrer dans l'affaire. Aussi, ben, toute la petite communauté, c'est serré, comme je l'ai dit, ben, ils vont tout de suite se joindre aux recherches. Fait qu'ils vont être des dizaines de familles, de couples, de petits-enfants à vélo, Wow. d'enfants qui marchent avec leurs parents. Tout le monde va comme marcher dans les rues autour dès le moment où la disparition est signalée. Les policiers vont cogner à toutes les portes du quartier. Puis là, avec tout ce qu'ils font comme recherche autour, ils sont presque sûrs que la petite est dans aucune maison, là, aucune. Ou presque, là, j'ai dit presque. À l'arrivée des chiens, ce même soir-là, ils vont faire sentir le fameux vêtement de Sandra que sa mère leur avait fourni. Puis à partir de ça, ben, ils vont faire des tours comme plus des parcs, des buissons, des boisés. Puis à un certain moment, il y a un des chiens qui va comme... En fait, les chiens, ils vont rapidement, les deux, sortir. Genre, ils vont se diriger vers l'extérieur du parc de maisons mobiles. Genre, ils ont l'air de réagir à rien vraiment. Tu sais, à part la maison, le driveway, le parc, puis les endroits où elle allait d'habitude. Ils sortent rapidement vers l'extérieur du parc de maisons mobiles. Puis ça, c'est assez inquiétant. Les policiers, ils vont tout de suite comme paniquer parce que peu importe Sandra est partie comment, soit à pied, en vélo ou en char avec quelqu'un, mettons, ben, si elle est sortie du parc... Là, c'est rendu encore plus compliqué comme enquête parce qu'elle peut être partout. Puis c'est pas une possibilité qui écarte, là, mais c'est juste paniquant de savoir ça. Il y a un des chiens qui va se diriger vers la gauche, à une rue presque de son école primaire, donc ça a bien du sens. Mais l'autre chien va s'en aller vers la droite, puis vers la droite, la seule entrée qui donne, là, en fait, c'est l'entrée vers l'autoroute. Fait que ça fait un peu peur. Les recherches, ils vont malheureusement être infructueuses ce soir-là. Donc, ils vont tous, malheureusement, finir la soirée par rentrer à la maison. Puis ils vont poursuivre le lendemain. Mais, tel que promis, samedi matin, le 28 mars 2009, Bauer et Kootstra, ça prend pas une seule seconde, first thing in the morning, ils vont se rendre à nouveau chez Maria Chavez pour poursuivre leur recherche. Leur but, ce matin-là, interroger chaque membre de la famille à tour de rôle, donc séparément, pour pouvoir avoir le plus de pistes possibles et déterminer un futur suspect. Pendant que l'inspecteur Kootstra va parler au grand-père de Sandra, celui-ci va mentionner une information vraiment intéressante puis importante pour l'enquête. Il va dire que dernièrement, il a fait installer des caméras de surveillance près des portes de la maison de sa fille parce que dans les dernières semaines, il y avait commis beaucoup de vandalisme dans le quartier. Puis, tu sais, même lui, chez eux, il s'était fait vandaliser sa camionnette. Excuse-moi, voyons, je recommence. Il va même dire que même lui, il s'était fait vandaliser sa camionnette chez lui. Donc, il voulait comme protéger sa famille puis que ça réarrive plus. Fait qu'il avait fait installer des caméras.
hostie. Vive les caméras de surveillance! Vive les caméras de surveillance, comme mon dernier épisode là, sur Patreon. Ouais. C'est vraiment ça, là. Mm-hmm. Fait que Bright Grandpa Right Here, on l'aime. Donc, les dites caméras de surveillance en question, ils vont être prises par les policiers, puis ça va être analysé et tout et tout. Ce qui est le fun, c'est qu'il avait mis une caméra à l'arrière de la maison, puis une caméra à l'avant. Donc, la caméra à l'avant, on peut voir vraiment comme la galerie de la maison, le driveway, un peu la cour, puis même comme la rue et un peu de la maison d'en face, où que Sandra allait jouer souvent chez son amie. Fait que t'as quand même genre un très bon angle de vue, puis même que dans l'angle de la caméra, je vais vraiment essayer de mettre une photo là, pour que vous puissiez comprendre, mais dans l'angle de la caméra, tu vois vraiment comme le bout du parc de maison mobile. Fait que l'entrée principale et la rue comme principale qui passe. Fait que, en tout cas, là, en ce moment, j'ai peut-être l'air folle, j'espère que vous comprenez, mais on voit tout, là, c'est vraiment malade. Puis ça va vraiment aider à l'enquête, parce que qui dit caméra dit indice, peut-être? Souvent, oui. Ouais. Fait que les enquêteurs sont vraiment contents de cette nouvelle-là. Ils vont donc se rendre au poste, éventuellement, télécharger toutes les images qui ont été prises avec la caméra dans les derniers jours, puis ils vont les analyser une par une. Ils vont remarquer que sur la caméra de surveillance, à 14h40, Sandra revient de l'école. On voit la voiture scolaire, comme je vous parlais tantôt, puis Sandra qui débarque, qui marche, qui monte les escaliers, qui rentre chez elle. On la voit super bien, là, genre vraiment clairement. Elle a son sac à dos, ça correspond comme exactement à ce que la famille va avoir dit plus tôt. Là, ils poursuivent leur visionnement. 14h57, on voit Sandra sortir à nouveau dehors. Elle regarde au loin, de l'autre côté de la rue, comme. Puis là, on voit rapidement que c'est son frère qui revient de l'école à son tour. Puis là, tu vois comme Sandra qui gambade pour aller retrouver son frère. Genre, elle saute, elle danse dans la rue. Puis là, elle finit par y foncer dedans. Là, les deux, ils s'en vont à la maison. Vraiment cute. Puis ils rentrent en dedans. Ensuite, les policiers trouvent le moment exact où la petite fille sort pour jouer. Donc, encore une fois, là, les détails, ils correspondent exactement. Là, les heures, ils ont l'air de matcher. Tout marche avec ce que la famille a dit. Là, on voit sur la caméra de surveillance qu'elle sort dehors avec son chandail Hello Kitty rose, ses leggings noirs, puis c'est tout ce qu'elle a sur elle. Elle a rien d'autre. Ses souliers, là, mais je veux dire, elle a pas de sacoche, rien. Là. Une petite fille qui sort jouer dehors. Là, on voit Sandra traverser la rue pour se rendre justement à la maison d'en face, qui est l'adresse numéro 9, comme sa mère, elle avait dit aux policiers encore une fois. Puis là, tu sais, on la voit en gambadant encore une fois, puis elle a l'air de comme apercevoir quelqu'un au loin, probablement son ami qui est dans la maison. Puis là, elle fait juste comme courir entre les chars, puis on la voit plus. Sauf que là, pas très longtemps après, là, elle a pas eu le temps de jouer ben. On la revoit apparaître sur la caméra de surveillance, puis elle retraverse la rue comme pour rentrer chez elle à nouveau. Peut-être que son amie, finalement, elle pouvait pas jouer longtemps. Peut-être qu'elle allait rechercher quelque chose chez elle. Mais bref, on la revoit. Puis là, c'est trop triste. C'est comme la partie qui m'a fait le plus de peine parce que, tu sais, elle sort de chez son amie, elle gambade, elle a les bras dans les airs, elle se pogne les cheveux, genre elle se file. Tu sais, c'est vraiment juste une petite fille être seule dans la rue. Puis ça me faisait penser à genre, à moi, là, comme quand j'allais jouer dehors, puis que là, je me parlais un peu toute seule, puis j'étais comme « ah, nanana », puis genre, tu sais, whatever, là. Ben oui, t'es dans ton petit monde, là. Oui. Rien peut mal aller, t'as 8 ans, tout va bien, la vie est belle. Vraiment. Fait que c'est ça, c'est un mélange de genre gambadage, puis de danse et tout ça, puis elle a l'air vraiment heureuse, puis ça se voit dans l'écran là, de la caméra de surveillance, c'est trop triste. Sauf que l'affaire, c'est que juste au moment où elle aurait comme entré sur son terrain, genre mis le pied sur son terrain, c'est comme si son chemin, il dévie, finalement, puis elle continue à marcher sur la rue, elle sort du cadre. Fait qu'on la voit plus sur la caméra de surveillance. Les policiers remarquent en fait qu'il y a comme une légère réaction chez la petite fille, comme si, mettons, elle avait vu quelqu'un plus loin sur la rue, puis qu'elle s'en allait chez elle, mais qu'en voyant la personne ou la chose, l'objet, la voiture, on sait pas exactement, elle aurait comme changé sa trajectoire. Puis même qu'on voit, un moment donné, elle se joue dans les cheveux, puis là, elle met sa main comme si elle se cachait un peu du soleil pour voir c'est quoi l'affaire, qui est l'autre bord de la rue. Puis ensuite, c'est ça. On la voit plus dans la caméra. Ouais, peut-être quelqu'un lui a dit son nom, comme. Genre, hey, peut-être. Toi...
Très possible. Il y avait pas de son sur la caméra de surveillance. Ouais. Contrairement à mon épisode Patreon de la semaine dernière, où c'est vraiment une caméra, il y avait du son. Oh mon Dieu. Tout un épisode. Bref, c'est vraiment triste parce que ces images-là, ben malheureusement, ça va être les dernières images qu'on a de Sandra. Elle va jamais comme réapparaître sur la caméra de surveillance. Fait que c'est tout ce qu'on a, là. Elle qui dévie un peu le regard puis qui change de trajectoire. That's it. C'est fou. Un mini détail va changer toute sa vie et la vie de toute sa famille. Si elle avait continué tout droit, si elle avait ignoré, si elle avait pas vu la personne, si elle était restée plus longtemps chez son ami. Ouais. Comme quelques secondes ont toutes changé. Elle était pleine de vie dans la vidéo et en une fraction de seconde, pouf, elle est disparue. Genre, elle s'est évaporée. On a comme aucune idée qu'est-ce qui s'est passé après. Ensuite, les prochaines images que les policiers vont voir sur les caméras de surveillance, ben, comme je l'avais dit, c'est Thomas qui sort à l'extérieur pour chercher ses sœurs pour le souper. Eux qui rentrent en dedans. Et ensuite, à 18h30, c'est Maria et Simone, sa fille aînée, comme je l'ai dit, qui sortent d'un pas vraiment rapide. Maria recule la caravane du driveway, Simone embarque du côté passager, puis ils quittent vraiment rapidement. Fait que ça, c'est vraiment comme ça fit encore une fois avec le moment où ils sont allés faire des tours de quartier en voiture pour essayer de la trouver. Et c'est juste avant que malheureusement Maria décide d'appeler le 911. En poursuivant les analyses de la caméra, on peut voir justement les gens du quartier qui commencent à se mobiliser vraiment rapidement dans les recherches. C'est vrai là qu'on parle d'une communauté serrée parce que tu vois qu'il fait noir, genre il commence à faire noir, mais il y a encore full de lumière dans les rues, de genre de gens, de lampes de poche, de gens qui fouillent, plein de monde qui sont sur le terrain pendant que la police est là. Tu sais, tout le monde se mobilise, puis c'est vraiment beau. Sauf que là, maintenant qu'ils ont comme tout analysé, fait en fait leur première analyse des caméras de surveillance, c'est quoi la suite, tu sais? Là, les policiers vont tout de suite demander l'aide du public. Ils vont ouvrir une ligne téléphonique accessible à toute la population, puis dans un communiqué de presse, ils vont inciter toute la population de la municipalité de Tracy et des environs à téléphoner pour donner quelconque information pertinente qui serait en lien avec la disparition de Sandra ou de ses derniers moments avant la disparition. Le FBI est toujours vraiment impliqué aussi. Il va demander l'aide du Centre national pour les enfants exploités et disparus. Je l'ai traduit, mais c'est comme exactement ça le nom de l'organisme. Fait qu'ils vont commencer à mettre des affiches, tout ça, à faire leurs recherches. Puis là, ça va comme vraiment s'intensifier. Là. Ils vont checker les rivières, ils vont checker les parcs, les forêts. Même qu'il y a un lieutenant détective de Tracy qui va dire dans le communiqué de presse à tout le monde, genre, regardez vos poubelles. Genre, ils vont passer puis ils vont aller regarder les poubelles de tout le monde, les déchets, essayer de trouver quelque chose, tu sais. Puis il va même dire au procès, ce fameux lieutenant détective Jeremy Watney, qu'il a literally cherché dans everybody's trash in the city of Tracy. Genre, ils ont cherché partout. Il va même y avoir des hélicoptères qui font des tours en haut de la municipalité et de ses environs, des polices à cheval qui vont se promener partout, dans les terrains vagues, dans les bois et compagnie. Il va y avoir des agents qui vont contrôler les voitures qui entrent et qui sortent du parc de maisons mobiles Orchard Estates. Ça veut dire que comme à chaque fois qu'il y a un char ou un char qui rentre ou qui sort, il va être fouillé pour être sûr qu'il n'y a pas de traces ou comme une petite fille cachée dans le coffre, mettons. Il y a une récompense aussi de 22 000 $ qui va être donnée à toute personne qui donne des informations en lien, qui aiderait l'enquête, en fait. Fait que, tu sais, vraiment, là, ils vont de l'avant, là, puis on est encore juste le lendemain, là, on est le samedi, tu sais. Le FBI, il va comme bâtir un profil type de la personne qui risque d'être responsable, puis ils vont l'afficher, juste pour qu'on ouvre les yeux, mettons. C'est pas grand-chose, là, mais tu sais, eux, ils cherchent un homme blanc entre 25 et 40 ans qui a un historique de genre possession ou production de pornographie juvénile, child sexual assault, genre tout ça, agression sexuelle sur mineur. C'est ça leur profil. Je peux comprendre. Le premier suspect que la police va avoir en tête, c'est, là j'imagine que vous vous en doutez peut-être, le père. Exactement. Le père de la victime, donc Daniel Cantu. Ils vont retourner voir Maria pour poser des questions sur Daniel Cantu.
Et Maria, elle va dire que c'est son ex-mari, ils ont divorcé, ils habitent à l'extérieur, comme elle l'a dit, donc quand même assez loin, fait que ça l'étonnerait que, premièrement, il était tout court dans la ville. Elle dit, c'est sûr que ça fait comme 2 ans à peu près qu'il a pas vu Sandra, tu sais, il est assez, il a un père absent, là, il est vraiment pas là, tu sais. Mais elle dit, c'est quand même vraiment une bonne personne, même si ça l'a fini entre nous deux, genre, je suis vraiment convaincue qu'il y a rien à voir là-dedans. Elle, c'est ça qu'elle dit. Sauf que là, les policiers, ben, tu sais, c'est tellement un scénario, genre, qui arrive souvent, que ce soit le père qui soit coupable dans l'affaire, qu'ils prennent pas, genre, ce que Maria a dit pour du cash, puis ça, c'est vraiment cool, tu sais, ils poursuivent leur recherche. Ils se disent, on va aller creuser, puis on va aller à la fin de tout ça. Genre, on va pas juste se fier à ce qu'elle nous dit. Oui, puis on sait jamais. On pense souvent savoir, hey, il ferait jamais ça. Mais la plupart des gens, des criminels, leurs proches disent, hey, il aurait jamais fait ça, t'sais. Fait que c'est bien qu'ils explorent cette piste-là, pareil. Oui, vraiment. Tu sais, c'est un petit village, c'est serré, il y aurait vraiment pu comme, je sais pas, dire, bon, bon, je te crois. Puis genre, il y a jamais de développement, mettons, là-dessus, là. On l'entend souvent dans nos cas, là, ils ont-tu cherché, ils ont-tu été voir plus loin? Mais là, c'est ça, je trouve ça cool, tu sais, ils ont vraiment été cherchés. Donc, ils vont tout de suite communiquer avec Daniel Cantu, le père de Sandra, puis ils vont lui expliquer la situation, comme quoi, ben, premièrement, sa fille est portée disparue, genre, dans tout ce brouhaha-là, il savait même pas, là, mettons, entre guillemets. Ils vont lui dire, tu sais, on aimerait ça vous voir pour un interrogatoire, puis ils pensaient avoir peut-être de la difficulté à le ramener, étant donné qu'il est loin et blablabla. Mais vraiment pas, tu sais, Daniel Cantu, il est comme, je m'en viens tout de suite, j'arrive le plus vite possible, je vais répondre à toutes vos questions. Fait que quand il arrive au poste de police, ce que les policiers vont remarquer, c'est qu'il est vraiment, vraiment inquiet, là. Genre, s'il joue un rôle, il le joue bien en tabarouette. Tout le long de la discussion, il va répéter et répéter qu'il va s'occuper lui-même de la retrouver, il va faire lui-même les recherches, genre, merci de votre travail, mais je m'en occupe, je vais la retrouver, ma petite fille, blablabla. Puis tu sais, là, ce qu'on pourrait penser, c'est, OK, est-ce qu'il veut comme éloigner la police de faire leur travail, genre, entre guillemets, en disant ça? Ou il dit ça peut-être parce qu'il se sent juste coupable de pas avoir été présent dans la vie de sa petite fille puis que finalement, elle est portée disparue? Ça peut être louche, mais ça peut être juste aussi un papa qui se sent coupable. Donc, Bauer, il va lui rappeler à maintes reprises, genre, « Hey, arrête, laissez-nous faire notre travail. On va essayer de la retrouver, votre petite fille, là, genre, mais c'est à nous de faire le travail. » Quand il va quitter, les policiers, ils vont tous tracer comme les allées et venues de Daniel Cantu dans les derniers jours pour essayer de voir, genre, est-ce que son alibi est bon? Parce que lui, il dit qu'il travaillait ce soir-là, donc vraiment loin de la ville de Tracy. Puis, ben, ils vont apprendre assez vite, en faisant leur recherche avec le FBI, que cette journée-là, ben, il était vraiment, effectivement, au travail. Ça va pouvoir être confirmé avec son employeur, puis aussi avec son relevé téléphonique, parce qu'il a fait des appels pendant les mêmes heures, puis il était vraiment loin de la ville. Donc, heureusement pour lui, parce que, tu sais, là, ils n'ont pas annoncé aux nouvelles que c'était le père, le suspect numéro 1, tu sais, ça a été quand même assez rapidement qu'ils ont pu l'écarter de l'enquête, puis ils lui ont dit, garde, écoute, on va tout faire pour retrouver votre fille et tout et tout. Daniel Cantu, il va même passer à la télé, à la KTVU, c'est genre une chaîne, puis il va regarder la caméra, tu sais, puis il va dire, « Honey, if you can get to a phone, dial 911. Babe, scream, kick, do whatever you need to do. » Ça veut dire comme... Il s'adresse à la caméra pour parler à sa fille, donc si elle l'entend, fais tout ce que tu peux, comme crie, donne des coups de pied, fais tout ce que t'as à faire, puis appelle le 911. C'est vraiment pas longtemps après là, qu'ils vont avoir comme une nouvelle piste, là, les enquêteurs, parce que là, ils commencent à rechercher... Bon, dans le quartier, il y a aussi une liste de genre pédophiles, prédateurs sexuels, tu sais, il y a souvent des listes, là, on sait un peu sont où. C'est des gens souvent qui n'ont pas été jusqu'en cours ou qui n'ont pas été arrêtés du tout, puis qui sont quand même sur cette fameuse liste-là, mais ils doivent genre se tenir droit, sinon direct, pouf, en prison, mettons. Fait qu'ils vont comme checker cette fameuse liste-là, puis ils vont se rendre compte que dans le quartier de Maison Mobile, ben il y a quand même eu des petites personnes qui ont fait des choses louches. Il y en a même qui sont sur cette fameuse liste et qui habitent dans ce parc. Mais tu sais, c'est la vie, là, il y en a partout, là, tu sais. Fait qu'ils vont tout de suite comme avoir une nouvelle piste. C'est un homme dans la soixantaine qui habite vraiment proche de chez Sandra Cantu. Il s'appelle Frank Waller. En fait, c'est un prof de karaté. Puis, pourquoi on le connaît, lui? C'est parce qu'il y aurait eu des gestes inappropriés avec des jeunes enfants
autour de la genre de piscine du trailer park. Puis une fois, il aurait été accosté parce qu'il y aurait justement eu des petits attouchements, ben pas attouchements, mais il aurait approché la petite Sandra, il aurait comme tassé une mèche de cheveux puis il l'aurait embrassée sur la bouche. Complètement arc. C'est pas juste genre, étrange, il l'a relooké, non? Sur la bouche? Hey! Ouais. Puis ça fait 2 ans de cet événement-là, donc à cette époque-là, Sandra, elle avait 6 ans. C'est complètement dégueulasse. Bref, il aurait comme expliqué à cette époque-là que, tu sais, on l'aurait comme amené au poste quand même, on lui aurait posé des questions. Il aurait dit qu'il avait juste voulu être gentil avec elle, que c'est sa façon de, genre, saluer du monde. Des fois, à place de faire des becs, ses joues, il fait des becs de même. Ta genre gueule! Ouais, ta gueule, puis un monsieur dégueulasse. Genre, t'as pas fait ça à un monsieur de 75 ans, là. Tu sais, si tu faisais ça à tout le monde, OK, là. Non, je sais. Mais non, genre, clairement, tu le fais juste aux petites filles mineures, là. Puis pour manque de preuves ou manque de ci ou manque de ça, comme on le sait, ben il aurait été relâché, sauf qu'il aurait été ajouté sur la fameuse liste de child abuser, pédophile, sex offenders, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il habite encore toujours au parc de Maison Mobile, puis qu'il est pas en prison, ce monsieur-là, mais c'est un gros dégueulasse, puis tout le monde le sait. Puis il serait pas arrivé d'autres événements depuis, techniquement. Depuis ce fameux événement-là, il y a 2 ans. Les policiers, ils vont quand même prendre ça au sérieux, là, puis ils vont se présenter chez Frank Waller pour l'amener en interrogatoire au poste de police. Ils vont même lui faire passer un test du polygraphe, parce qu'ils veulent vraiment être certains dès le début, genre que là, tu nous mens pas, c'est-tu toi qui as un lien à voir avec la disparition de Sandra. Ils vont faire la même chose pour un autre garçon, un autre homme, qu'on n'a pas beaucoup de détails sur celui-là non plus. Il va être écarté de la liste des suspects très rapidement, là, mais il s'appelle Chris Sinclair. Fait que les deux habitent à Orchard Estates, le trailer park, et les deux vont se faire amener en interrogatoire avec polygraphe et tout. Le polygraphe va être négatif, c'est-à-dire comme il n'y a rien de louche. Ils ont répondu la vérité, techniquement. Mais le FBI, il va quand même demander un mandat de perquisition pour fouiller la maison des deux, donc de Frank Waller et de Chris Sinclair. Les deux, ils habitent dans le parc, donc ils vont se rendre pour fouiller, tous les agents du FBI, puis ils vont fouiller les maisons. La seule chose qu'ils vont avoir trouvé de louche dans ces 2 maisons, c'est une espèce de tache rouge sur le plancher de la cuisine de Frank Waller, le professeur de karaté. Puis ils vont la prendre, évidemment, et l'amener pour faire une analyse. Mais sinon, dans les 2 maisons, rien de louche. Donc, Chris Sinclair va être écarté. T'sais, ils n'ont rien trouvé. Il y a bien eu le polygraphe, ça a bien été. Il est écarté. Puis ils vont faire les vérifications pour la substance rouge trouvée chez le professeur de karaté pendant ce temps-là. Il va aussi dire, Frank Waller, là, que cette soirée-là, ça se peut pas qu'il ait fait quelque chose, ça se peut pas qu'il... Tu sais, c'est vraiment pas lui qui a fait quoi que ce soit, parce qu'il donnait justement un cours de karaté, fait qu'il était même pas dans le trailer park, il est revenu tard le soir, puis il a été au courant de rien. Fait que c'est ça son alibi. Pendant les analyses, puis la vérification de l'alibi de l'homme, ben les enquêteurs, ils arrêtent pas de chercher, là, tu sais, ils continuent. Ils vont continuer à penser que, ben tu sais, étant donné que ça fait, là, maintenant, presque 24 heures, peut-être même dépassé 24 heures, ben là, c'est rendu qu'il faut chercher, malheureusement, un corps. Parce qu'on le sait, comme les premières heures sont toujours les plus importantes, puis une enfant de 8 ans, ben là, Timothy Bauer, il commence à se dire, la gang, faut essayer de trouver un corps, pas le choix. On se dépêche. Donc, il va envoyer le plus de policiers possible pour fouiller les dépotoirs. Donc, les policiers vont se rendre au site de récupération et de transfert de matière de Tracy. Bauer, il va recevoir un téléphone de la part d'un des policiers qui était en train de fouiller, quelques heures plus tard. Puis, le policier en question, il va dire qu'il a trouvé un chandail d'Hello Kitty jeté dans le dépotoir. Là, Bauer, il va capoter, là, pas besoin de vous le dire, là. Il est comme surexcité, il sait pas trop si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'il espérait trouver? La petite fille en vie, for sure, mais là, c'est une bonne chose, bref, il capotait. Sauf que, finalement, en arrivant sur place, ils vont constater que c'est pas exactement le même chandail d'Hello Kitty que la petite avait sur la vidéo. Donc, c'était soit un faux espoir,
soit un espoir de retrouver la petite fille en vie, bref. Ouais, c'est une bonne nouvelle que ce soit pas sur chandail, tu sais? Finalement, peut-être, parce que ça veut dire qu'elle est peut-être en vie. Mhm. Mais en même temps, tu veux des réponses. Pendant ce temps-là, pendant les fameuses recherches qui vont finir par mener à rien, malheureusement, il n'y a rien qui va être trouvé au dépotoir, eh bien, pendant ce temps-là, au poste de police, l'alibi du professeur de karaté va être confirmé. Il était bien en train de mener un cours à cette heure-là, et la substance rouge va être analysée, puis finalement, il ne s'agit pas de sang du tout. Le professeur de karaté va être écarté de l'enquête aussi. Tellement de fausses pistes. Je sais, c'est fou. C'est gossant. Puis tu sais, pendant ce temps-là, ils ont enquêté, ils ont fait des recherches sur plein d'autres gens qui étaient comme sur la liste de prédateurs sexuels. Puis à date, ça mène à rien. Là. Ils ont personne. Tout ça en une journée. C'est fou! C'est plus On est toujours le samedi, là! C'est plus que ce que la police a fait en 8 jours pour Savannah Lafontaine, Grey Wind. Tellement. Donc, toujours ce fameux samedi 28 mars 2009, la famille et toute la communauté là, vont organiser un vigile le soir devant la maison de Sandra. Donc, tout le monde avec des bougies qui prient pour le retour de Sandra. Presque tout le monde du quartier se rencontre devant la maison de la famille de Sandra, puis tout le monde tente de se redonner comme un peu d'espoir. Les policiers assignés à l'affaire vont tous être là, eux autres aussi. Oui, pour soutenir la famille, mais surtout parce que c'est vraiment pas rare que le coupable, il se pointe dans ce genre d'événement-là. C'est vrai. Fait qu'ils vont être là pour comme garder un œil ouvert sur tous les gens qui sont autour, tous les gens qui participent au vigile, puis est-ce qu'il pourrait y avoir des gens qui ont des comportements louches? Comme dans Le tueur d'Abbotsford, il s'était pointé. Ouais. Avec ses enfants. Ces gens-là, normalement, ils veulent avoir de l'attention, puis ils veulent comme, sans faire exprès, revivre tout ramener ça, à eux, là. Et en effet, vers 20h30, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une femme qui était pas dans le vigile, mais qui marchait vers le vigile, qui va se rendre à un des policiers, puis cette femme-là s'appelle Melissa. Elle vit au 57, dans la même direction techniquement que Sandra s'en allait quand elle sortait du cadre de la caméra. La femme qu'on appelle Melissa, était vraiment troublée parce qu'elle disait qu'elle venait de tomber sur une note qui était comme par terre, au sol. Fait que là, elle dit au policier comme, suis-moi, je vais venir te montrer, j'ai pas voulu la toucher, j'ai pas voulu mettre mes empreintes dessus ou quoi que ce soit, fait que suis-moi. Fait que là, elle amène le policier à quelques mètres de là, devant une espèce de boîte de poste, puis par terre, sur le trottoir, il y a une petite note, genre une feuille lignée avec des choses écrites dessus. Et comme, voilà, tu sais, c'est ça, je m'en allais au vigile, mais là, je suis tombée là-dessus, comme... puis j'ai pas osé la lire. Ouais. Là, le policier... Parce que je vais te laisser parler, là, mais oula, j'ai des doutes. Ouais, oula. Vraiment. Là, le policier, il se dit aussi oula. Il met ses gants, il prend la note, il la met dans un sac de évidence, là, genre preuve, potentiel indice. Puis, sur la lettre, c'est écrit « Cantu, emprisonné dans une valise volée, jeté dans l'eau au coin de Batchery et de Whitehall Road. » Et c'est signé « Witness », donc témoin. Juste témoin. Mélissa, est-ce que c'est toi qui as écrit cette lettre-là? What the fuck? Les autres policiers qui étaient comme dans la foule, là, dans le vigile et tout, ben là, tu sais, ils voient ce policier-là, tu sais, ils le checkent, là. Ils le voient partir au loin avec cette femme-là. Tout le monde se demande comme qu'est-ce qui se passe. Puis, ce qui est étrange de un, c'est que, c'est la première fois que les policiers ils rentrent en contact avec cette fameuse Melissa. Puis, tu sais, toute la journée et la veille au soir, ils ont quand même rencontré beaucoup de gens dans le voisinage. Tu sais, ils ont cogné à toutes les portes qui répondaient à l'appel. Ils ont parlé à plein de gens qui les aidaient à faire les battues. Ils ont eu connaissance de beaucoup de gens, mais ils n'ont pas vu encore Melissa. Pourtant, elle habite juste à côté de chez Sandra. Là. Pas la voisine, mais elle habite à 8 maisons de chez Sandra. Ouais. Puis ils l'ont pas vue. Puis, deuxième chose qui est étrange... Il vantait beaucoup ce soir-là. Le policier, c'est ça qu'il va rapporter. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La petite feuille de papier, là, si elle avait pas été mise là, genre 2 minutes avant, elle serait partie au vent. Genre, c'est fini, là. C'est vraiment louche, là. Elle devait probablement avoir été posée là il y a quelques secondes. Ouais.
Donc, ce soir-là, ben, les policiers, ils font pas les choses à moitié. Ils vont amener au poste Mélissa pour lui poser des questions, davantage, tu sais. J'espère. Tu sais, madame, vous avez trouvé la note, on aimerait ça vous poser des questions. Donc, elle est comme, OK, parfait. Mélissa Huckabee, 28 ans, habitait à 8 maisons de celle de chez Sandra, comme je viens de vous le dire. Elle vivait donc sur la même rue. Sandra et sa sœur, Miranda, y allaient souvent chez Huckabee pour jouer avec la petite fille de celle-ci. Surtout Sandra. Fait que Mélissa Huckabee, elle avait une fille, on va apprendre plus tard, là, elle a 5 ans, puis Sandra allait souvent jouer avec elle. Comme alibi, Mélissa, elle va dire que l'après-midi de la disparition, là, était à l'église du trailer park. C'est l'église où son grand-père, il est pasteur, puis elle donne des cours de catéchisme le dimanche. Donc, cet après-midi-là, du vendredi, elle était à l'église en train de préparer son cours. Genre, elle était même pas chez elle. C'est ça son alibi. Les policiers, eux autres, on the side, ils vont inspecter la note. Essayer de voir s'il y a des empreintes dessus, essayer de comprendre le message que ça dit. Aller voir s'il y a une valise ou que ça dit qu'il y en a une. Se rendre sur les lieux. Hi. Mais clairement, à ce point-ci de l'aventure, leur suspect numéro 1, c'est Mélissa Huckabee. Donc, comme tu viens de le dire, ils vont se rendre au lieu indiqué sur la note, qui est à 5 km à peu près du trailer park. Puis, ils vont envoyer comme toute l'équipe de recherche puis de secours pour essayer de fouiller les bassins d'eau. Parce que le coin de Whitehall et Batchery, c'est juste à côté d'un espèce de... C'est même pas un stationnement, là, c'est juste une bordure de route qui mène à un site... c'est comme un peu... Ça a l'air d'un marécage, là, mais c'est comme là où est-ce que l'eau, elle s'accumule quand il y a trop de pluie pour pas que ce soit genre... C'est comme un petit bassin. C'est vraiment pas de l'eau propre, comme tu vois rien à travers ces bassins-là. Fait que tu peux même pas envoyer des plongeurs, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Il y a personne qui peut, genre, aller dans cette eau-là et voir à travers. Mais ils vont quand même envoyer... Tu sais, ça a l'air d'une swamp, là. Puis ils vont envoyer des gens pour, comme, checker autour, dans les buissons à côté, voir s'ils trouveraient pas quelque chose. Ils vont malheureusement rien trouver. Puis c'est vraiment, genre, frustrant parce que là, les policiers sont comme, OK, là c'était notre piste, là, c'est... Où c'est qu'on s'en va? Genre, il reste pas beaucoup de temps, genre, le temps, il passe, puis là, on a de moins en moins de chances de la retrouver, fait que c'est un peu frustrant à ce point-ci. Est-ce que t'as une photo de la lettre? Ouais. C'est-tu écrit à la main? Ouais. Genre, c'est écrit à la main, genre, au petit stylo noir, genre, au bleu, je sais plus trop. Il aurait pu tester son écriture. C'est ça, c'est vrai, c'est une bonne chose que tu le ramènes, parce que je vais la mettre en photo, là, dans l'épisode, mais c'est écrit comme en lettres, c'est toutes des majuscules, puis c'est comme carré, un peu. Fait que c'est pas une vraie écriture, ça paraît que quelqu'un a fait exprès d'écrire mal, mettons. Puis d'écrire très robotisé, là. C'est pas... Ouais. Mais là, on est rendu lundi, le 31 mars. Là, on est rendu 3 jours après la disparition de Sandra. Les enquêteurs, ils vont revisionner les derniers moments où Sandra apparaît à la caméra. Puis, avec les nouvelles informations qu'ils ont, là, le fait que Mélissa, elle habitait à 8 maisons et tout, ils vont comme réaliser que Sandra part vraiment dans la direction de la maison de Mélissa. Là, ils vont être capables de calculer qu'il y a seulement 13 maisons au sud de celle de Sandra, dont elle de Mélissa, l'adresse 57. Ils vont donc se rendre au domicile de cette femme, puis ils vont vouloir comme lui poser plus de questions et potentiellement lui demander s'ils peuvent fouiller la maison. Sauf que, elle est pas là. En faisant des recherches pour savoir comme où est-ce qu'elle est, tabarouette, ils vont se rendre compte que à la Sutter Tracy Community Hospital, qui est super proche de là, ils vont apprendre que Mélissa est hospitalisée en ce moment. Donc si elle n'est pas chez elle, c'est parce qu'elle est à l'hôpital. Et pourquoi elle est hospitalisée? Eh bien, Mélissa aurait accidentellement avalé une lame de rasoir. Quoi? Et elle est hospitalisée. Accidentellement? Est-ce qu'elle aurait voulu s'enlever la vie après avoir parlé aux policiers, puis là, elle a senti qu'elle s'est peut-être mis dans le trouble, fait que est-ce qu'elle aurait essayé de s'enlever la vie ou est-ce qu'elle recherche encore juste plus d'attention? On se le demande à ce moment-là. Là, les policiers, c'est pas compliqué. Ils vont se rendre à l'hôpital, puis ils vont installer des agents de surveillance, fait que des policiers en genre de patrouille, là, qui vont checker partout autour de l'hôpital,
jour et nuit à partir de maintenant pour être sûr qu'elle ne s'enfuit pas de l'hôpital, mettons. 10 jours après la disparition de Sandra, on est rendu le 6 avril 2009. Il est 10h30 le matin. Bauer reçoit un appel du shérif. Il y a du développement près des bassins. Tous les officiers de police montent dans leur voiture et se dirigent sur les lieux. Le marécage? Le marécage, dans les bassins d'eau. Ouais. Où est-ce que ça se passe exactement? Les policiers demandent. Au coin de la rue Batchery et Whitehall. Quelque chose flotte dans l'eau. Les agents du FBI aussi se rendent sur place, bien entendu. Et là, qu'est-ce qu'ils voient quand ils arrivent? Une valise. Ou ce qui a l'air d'une valise, qui flotte dans l'eau. C'était pas exactement là la dernière fois. Est-ce qu'elle s'est déplacée? Est-ce qu'ils ont juste mal vu la dernière fois puis ils l'ont pas vu? Parce qu'il était moins? Peut-être. Mais bref, une valise flotte maintenant dans l'eau. Ils vont donc sortir délicatement la valise de l'eau. C'est confirmé. C'est une valise noire et grise. Puis, ils vont tout de suite l'amener dans la voiture pour l'amener au coroner. Ils vont pas l'ouvrir sur place. Là. Ils sont comme... Ah ouais? Ils l'ouvrent même pas? Non. Elle est fermée. Elle est lourde. Puis, ils l'amènent au coroner. Là, les policiers sont sur place, puis ils restent sur la scène de crime, entre guillemets, dans le sens que c'est une potentielle scène de crime. Ils viennent de trouver quelque chose qui est probablement un corps, c'est ce qu'ils se disent. Puis ils vont comme vraiment checker tout partout, dans les buissons. Est-ce qu'on trouverait pas comme un arme du crime, quelque chose, blablabla. Puis ils vont aussi aller comme sur la rue Whitehall, qui est une rue avec seulement quelques petites maisons. Ils vont aller cogner chez les gens pour leur poser des questions. Puis là, la première maison qui cogne, sur la rue Whitehall, il y a un homme qui répond. Il lui demande « Avez-vous vu quelque chose de bizarre dans les dernières semaines? » Plus particulièrement, tu sais, depuis la disparition de Sandra, le vendredi 27 mars. Puis là, l'homme, il dit « Honnêtement, il y a très peu de mouvement comme dans le coin. Mais je me rappelle que j'ai vu quelqu'un, c'est vrai, il y a pas longtemps. C'était une femme, elle était dans un VUS violet. Puis elle avait juste comme sorti de la route pour se stationner pas loin des bassins. Puis il dit, moi, je trouvais ça bizarre parce que j'avoue qu'il y a personne qui s'arrête là. Fait que quand il y a un char puis qu'il reste longtemps, moi, je suis sortie dehors puis je suis allée demander qu'est-ce qui se passait. Genre, est-ce qu'elle avait un problème ou quelque chose avec son auto? Puis la femme, elle m'aurait répondu qu'elle s'avait juste arrêtée pour aller faire pipi sur le bord de la route. Genre, elle était dans les buissons. Mélissa? Mais tu sais, là... Pour ce monsieur-là, là, c'était un événement normal et anodin. Mais là que la police leur demande, il est comme... c'est la seule chose que je me rappelle dernièrement. Wow! Hey! Là, il y a de plus en plus de pièces de puzzle là, qui se rajoutent. Oui, puis ça se place, là. Ça commence à se faire, le casse-tête, là. Mm-hmm. Mais quel brave... pas brave, là, mais quel bon petit monsieur. C'est bien d'être curieux. Réflexe, là. Puis de fouiner. Quand t'es dans une petite communauté tranquille, là, c'est bien d'aller se demander « Hey, mais pourquoi il y a un char arrêté sur le bord de la rue? » Parce que là, en plus, il l'a vu, la madame. C'est pas juste son auto, fait qu'il peut la reconnaître. Wow, bravo. Là, par contre, triste nouvelle, le coroner Dr. Bennett Omalu, il reçoit la valise, et puis il y avait comme 2 petites cordes blanches qui fermaient la valise ensemble. Les 2 petits zippers, ils étaient juste accrochés par une corde blanche qui avait un nœud. Et là, ils vont ouvrir la valise. Et c'est le corps de Sandra. Donc, la petite Sandra est retrouvée dans la valise, toujours dans son legging 3/4 noir et dans son t-shirt d'Hello Kitty rose. Là, vous pouvez passer les 30 prochaines secondes. Je vais juste comme dire qu'est-ce qui s'est passé durant cette autopsie parce qu'on va savoir en fait qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, vous pouvez passer 30 secondes à partir de maintenant si vous voulez pas le savoir. Elle avait... c'est ça. Le coroner, il va conclure que Sandra va avoir été droguée, asphyxiée et agressée sexuellement. Elle va avoir une pièce de vêtement autour de son cou qui formait comme un nœud. Puis la cause officielle de sa mort va avoir été asphyxie, meurtre par étranglement. La substance qu'on va retrouver dans son corps, c'est de l'alprazolam. C'est comme un médicament qui est normalement utilisé quand tu fais de l'anxiété. Là... Dès le début de l'enquête, Timothy Bauer y avait promis à Maria Chavez qu'elle allait rien apprendre aux nouvelles, qu'elle allait avoir toutes les informations dès qu'il savait. Donc, dès qu'il y avait une information qui allait lui communiquer, elle allait pas apprendre de nouvelles chocs aux nouvelles. C'est bien. Donc, première chose qu'ils vont faire,
Bauer, il va se rendre lui-même sur place. Il va cogner à la porte de Maria pour lui annoncer la nouvelle. Toute la famille est là, les grands-parents, les 3 enfants et Maria. Tout le monde pleure, bien entendu, tout le monde crie, tout le monde n'en revient pas. Genre, dans quel monde t'es censé te faire voler ton bébé comme ça? La plus jeune de la famille, quand elle faisait juste jouer dehors, tu sais, comme une petite enfant. En face, là, elle était juste en face. Oui. Tu sais, c'est pas comme si elle était partie loin. Il y avait... Tout était sécuritaire, là. Ah. Par la suite, ben là, les policiers sont comme, faut juste qu'on trouve c'est qui a fait ça, puis on a une très bonne idée de c'est qui. Pendant que Melissa est toujours à l'hôpital, à cause de sa lame de rasoir, Son petit puis accident. surveillée par tous les policiers, ils veulent vraiment pas perdre sa trace, ben là, les enquêteurs, ils vont recommencer à regarder le footage des caméras de surveillance pour regarder vraiment précisément si Melissa n'a pas fait une apparition dans la caméra de surveillance, genre soit avant ou après la disparition. Et puis, effectivement, à 15h42, c'est à peu près 1 heure après que la petite est arrivée de l'école, on voit une femme qui arrive à partir de où est-ce que Sandra s'en allait, là. Puis, bref, cette femme-là, elle rentre dans le cadre, puis elle s'en va comme dans une voiture qui est stationnée, un VUS, qu'on est capable de détecter de couleur foncée, genre potentiellement violet. Puis, elle rentre dans le véhicule, elle repart vers le sud, donc vers sa maison. On peut bien voir quand elle passe que le véhicule, il est violet. Fait que dans le fond, son auto était stationnée à la vue dans la caméra de surveillance? Ouais, son auto était stationnée chez l'ami d'en face. Pourquoi, je sais pas. Puis, c'est-tu l'ami d'en face ou c'est un stationnement devant la maison de l'ami d'en face? C'est comme pas clair, il y a plusieurs voitures, il y en a comme 3, vous allez voir sur les photos, mais son auto était stationnée là. Fait que dans le fond, Sandra quitte le cadre, mettons, vers la gauche. Après ça, Melissa arrive de la gauche chercher son auto et retourne vers la gauche. Admettons que c'est à gauche, là, c'est peut-être à droite, là, mais j'ai pris un choix pour me exactement visualiser. à gauche. OK. Je comprends. Ouais, c'est exactement ça. Donc, elle recule, elle sort du cadre du même côté que Sandra était partie. Puis, le véhicule est violet, comme l'avait décrit le témoin qui avait vu un véhicule se stationner près des bassins. Là, 20 minutes plus tard, dans la caméra de surveillance toujours, on voit le VUS qui quitte le parc de maisons mobiles, mais pas en passant devant chez Sandra. Comme je vous l'avais dit, l'angle de caméra il est vraiment bien fait. On voit comme le véhicule vraiment loin, plus loin dans les rues, sortir du parc de maisons mobiles, comme pour s'en aller vers l'église, mettons, au bout de la rue. L'église où elle travaille. L'église où elle travaille. OK. Et un peu plus tard sur la vidéo, on voit le véhicule, encore une fois, partir de l'église et s'en aller à gauche vers la rue principale, vers les bassins. Ouais. Fait que là, le détective Bauer puis son collègue Craig Kootstra sont genre là, man, c'est elle. Donc c'est ça, ils vont lui demander, premièrement, si elle est au courant qu'ils l'ont trouvé Sandra sans vie. Là, elle va dire... Oh mon Dieu, non, tu sais, ça me brise le cœur. Non, je savais pas. Mais elle a aucune émotion dans sa face. Elle pleure pas, rien. Genre, elle réagit à peine. Puis c'est censé être comme une petite fille qu'elle connaît, là, qui joue avec sa fille parfois, là. Aucune réaction. Plus tard, dans la conversation, Melissa va se confier sur le fait qu'elle a perdu une valise. Une valise noire et grise. Ouais. Elle aurait perdu ça chez elle v'là quelque temps, puis elle a dit, genre, c'est vraiment bizarre parce que c'est presque au même moment que la disparition de Sandra, fait que j'aime mieux vous le dire, comme ça, vous pensez pas que c'est moi, okay, genre, j'ai perdu, je me suis fait voler une valise au même moment. Elle est complètement stupide, là. Complètement. Genre, qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc! Sauf que là, toutes les pièces sont en train de se mettre ensemble, oui. là. Ça sent bien super clair dans la tête des policiers. Là, Melissa, elle va finalement obtenir son congé de l'hôpital. Puis, quand elle est de retour à la maison, le FBI, ben ça prendra pas beaucoup de temps qu'ils vont obtenir un mandat de perquisition pour fouiller sa maison au complet. Bon. Une maison qu'elle partage avec ses parents et sa fille de 5 ans. Je t'ai pas beaucoup parlé de Melissa, puis on a très peu d'informations sur elle, là, quelques phrases, mais tout ce qu'on sait, en fait, c'est qu'elle avait un petit peu de problème d'argent dans la vie. Elle a pas toujours habité avec ses parents, elle habitait
en Floride parce qu'elle vient du Orange County. Puis, elle aurait eu plusieurs problèmes d'argent, elle aurait perdu ses jobs, elle aurait comme pas été capable de subvenir aux besoins de sa fille, elle se serait séparée du père de sa fille et tout. Donc, elle serait revenue venir habiter chez ses parents. Donc, c'est tout ce qu'on sait sur elle. En fouillant toute la maison, ben là, au début, les policiers, ils trouvent rien. Genre, pas de traces de fluide, de rien. Ils ne trouvent rien. Sauf qu'à un moment donné, pendant qu'ils sont en train de fouiller la chambre à Melissa, ils vont trouver un cahier de notes. Là, ils vont se dire, OK, regarde, on va l'amener au poste, on va le comparer avec la note qu'elle nous a aidé à trouver, tu sais. Peut-être que c'est dans le même cahier. Plus tard, au poste de police, quand ils vont regarder la dite note avec le cahier, ils vont être capables de dire que c'est les mêmes fucking pages, les mêmes lignes, et que les déchirures de la note correspondent avec les déchirures dans le cahier. Genre, on peut voir à l'arracher la page de où, genre. Vraiment, vraiment con. Come on! Ben, une chance qu'elle est stupide. Donc, c'est elle qui aurait écrit la note. C'est ça. Donc là, ils partent de la maison, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est le cahier, sauf que là, les policiers ne vont pas s'arrêter là. On le sait. Ils sont bons, ils arrêtent pas, ils veulent tout trouver, on les aime. Ils vont se rendre... en fait, ils vont obtenir le mandat aussi pour fouiller son auto, donc sa Kia SUV violette, puis ils vont également se rendre à l'église. Donc, la fameuse église où son grand-père y est pasteur. C'est une église qui s'appelle The Clover Road Baptist Church. Puis, ils vont se rendre dans la salle où Melissa, elle enseigne, donc où elle donne des cours le dimanche. Ils vont remarquer, il y a un des détectives qui va remarquer assez vite que toutes les fenêtres, ils ont comme des stores. Ils sont tous blancs, puis chaque store a des petits cordons blancs avec un petit bout en plastique, sauf une des fenêtres, les cordons ont été coupés. Puis ça va y rester dans la tête parce que le détective va tout de suite être convaincu que c'est les mêmes cordons qu'on a retrouvés pour fermer la valise. Donc là, ils se rendent compte que c'est fort probablement dans cette salle que ça s'est passé. Ils vont aussi trouver des traces de médicaments et certaine substance va éventuellement être analysée. Et puis c'est de l'alprazolam, le même médicament qui a été retrouvé, la même substance qui a été retrouvée dans le foie de Sandra. Donc, tout est là. Donc ça, ils vont trouver des traces sur l'espèce de comptoir parce qu'il y a comme une espèce de cuisine, puis ils vont trouver des traces là-dessus. Il y a un autre agent qui va trouver un rouleau de pâtisserie. Et là, en fait, skipper la prochaine minute, là, je vais peut-être juste décrire quelques petits événements pas le fun. Ouais, il y a un des autres détectives qui va mettre la main sur un rouleau de pâtisserie. Puis, il y a une des deux poignées là, du rouleau à pâte qui était complètement genre courbée. Puis là, ils vont trouver ça bizarre. Puis il est pas rangé, comme tout dans la cuisine est rangé, mais ça, il a mal été rangé, probablement. Fait qu'ils vont trouver ça bizarre aussi, qu'il est courbé. Ils vont trouver des traces de sang, mais d'autres fluides corporels aussi. Ce qui peut nous laisser croire que ça a été utilisé dans l'agression sexuelle. Yeah. Parce qu'on se rappelle, elle a été agressée sexuellement. Là, ça confirmait tous ces détails-là, tous les indices qu'ils viennent de trouver, ça confirme que l'agression y a eu lieu dans la cuisine, probablement sur le comptoir, puis que c'est là qu'elle l'aurait aussi étranglé, mis dans une valise, puis ensuite elle aurait ramené la valise dans sa voiture. Après avoir fouillé l'église, ils trouvent Melissa, ils l'amènent au poste, puis ils sont comme, là, c'est un... Tu sais, eux, dans leur tête, c'est genre, c'est maintenant. Elle sort plus du poste, là, c'est terminé. Donc, l'interrogatoire commence. Puis on a tout accès aussi à ces vidéos-là sur Internet de l'interrogatoire de la police. Là. C'est quand même fascinant. Elle dit qu'elle n'a rien à se cacher, fait qu'elle va répondre à toutes les questions. L'interrogatoire va durer 3h30 avant que Bauer il commence à se tanner. Parce qu'au début, elle fait juste raconter de la merde. Genre, elle parle de tout et de rien, puis ça s'en va pas droit au fait. Puis Bauer, il était patient. Mais là, après 3h30 d'interrogatoire, Timothy Bauer, il va être comme « Non, là, c'est assez. Genre, je suis direct, là, je la mets au pied du mur. Genre, je suis plus capable. J'étais écœurée d'entendre parler de ta merde. » Puis, il va finalement lui dire qu'ils ont trouvé plein de preuves qui montrent, en fait, que c'est elle. Donc, ils vont commencer à lui dire, genre, « Tu sais, Melissa, tu sais très bien que ta valise, elle a pas été volée, hein. Tu le sais qu'elle a pas été volée. » Puis, ce qui est pire, c'est que tu sais très bien que Sandra, là,
une des meilleures amies de ta petite fille, là, que tu considérais comme ta propre fille, eh bien, tu le sais très bien qu'elle a été trouvée dans ta valise, hein? Puis là, il va commencer à lui donner les autres preuves qu'ils ont trouvées à l'église. Le fait que les cordons matchaient avec les cordons du store, le rouleau à pâtisserie, les substances qu'ils ont trouvées pendant l'autopsie. On va même apprendre plus tard que les médicaments en question, là, ils vont être trouvés dans la sacoche de Melissa. Donc, elle prenait le médicament pour l'anxiété en question. Puis, finalement, elle a clairement plus rien à dire pour démentir tout ça, là. Fait qu'elle va commencer à pleurer. Et là, elle va craquer complètement. Ils vont lui dire également que dans les heures après la disparition, entre 17h30 et 17h40 environ, il y a quelqu'un qui a vu que tu t'étais stationné à côté des bassins. Il a même été te parler. Là, tu sais, elle a plus rien à dire. Fait qu'elle pleure. Puis, au début, elle va raconter encore des niaiseries. Genre, tu penses qu'elle va tout admettre tout de suite, mais non. Elle va dire au début que Sandra a marché dans la rue, puis là, elle m'a vue, genre. Là, c'est elle qui parle. Elle s'est approchée de ma voiture, puis j'avais une valise sur les bancs arrière. Comme je vous l'ai dit plus tôt, elle aime vraiment ça, jouer à cache-cache. Donc, pendant que j'allais à l'intérieur de ma maison chercher quelque chose, pendant les quelques minutes que j'étais en dedans, là, pour aller chercher mes trucs pour m'en aller à l'église, elle s'est cachée dans la valise. Mais voyons. Puis je l'ai pas vue faire. Puis là, moi, tu sais, j'ai pris quelques minutes en dedans, là. Fallait tout que je regroupe mes choses pour mon cours du dimanche, tu sais. Puis je voulais décorer la salle, puis tout ça. Puis j'y avais demandé de venir décorer la salle avec moi, puis elle voulait, puis tout ça. Sauf qu'elle dit, là, quand je suis sortie de ma maison, tu sais, ça a trop pris de temps, puis j'ai approché l'auto, puis je trouvais pas Sandra. Puis là, je suis venue pour aller voir en arrière, puis j'ai réalisé que la valise avait l'air pleine. Puis quand je l'ai pris, elle avait l'air lourde. Et puis là, elle dit, j'ai ouvert la valise, puis Sandra respirait plus. Elle était décédée. Elle dit, je capotais, je savais pas quoi faire, je voulais m'en débarrasser. Je l'ai jamais agressée sexuellement, je l'ai jamais droguée, blablabla. Genre, elle est décédée, puis tout ça. Mais genre, tout ça, là, ça fait aucun sens. Ça l'explique pas la drogue dans son sang, puis le rouleau à pâte, là, voyons. Non, ça l'explique rien. Puis comme, elle est morte par strangulation, genre, elle avait des marques de strangulation, puis quelque chose autour du cou, là. Tout ça pour dire que le 10 avril 2009, Melissa Huckabee va être formellement arrêtée et accusée d'enlèvement, d'agression sexuelle et du meurtre de Sandra Cantu. Donc, on lui met les menottes dans cette même salle d'interrogatoire après lui avoir parlé pendant beaucoup trop d'heures. Hey, mais... 1 an plus tard, le procès va commencer. C'est long, là, des affaires de même. Des fois, je comprends pas toutes, là, mais 1 an plus tard, le procès commence. Les procureurs vont raconter ce qu'il se serait vraiment passé à partir du moment où que Sandra est sortie du cadre de la caméra, le soir du 27 mars 2009. Techniquement, Melissa, elle a jamais avoué quoi que ce soit, genre dans les détails, donc... Fait qu'elle a jamais dit pourquoi elle a fait ça? Non. Oh! Mais voyons donc! What? Fait que les procureurs, ce qu'ils racontent, c'est que Sandra, elle aurait aperçu Melissa un petit peu plus loin dans la rue, puis elle serait allée vers elle. Melissa aurait probablement demandé à Sandra de rester là, de rester chez elle, qu'elle allait chercher sa voiture, puis elle lui aurait demandé, fort probablement, si elle pouvait venir à l'église pour faire des décorations avec elle. Sandra leur aurait dit oui. Donc là, elle aurait été chercher sa voiture un peu plus tard, elle aurait reculé, elle aurait été devant chez elle. C'est là qu'elle aurait emmené Sandra dans la voiture, puis elle aurait passé un peu plus loin en arrière pour éviter qu'on la voie, mettons, et elle se serait rendue à l'église. Bon, là, je veux pas besoin de vous donner les détails de ce qu'on pense qui est arrivé, là, il y aurait eu agression, drogue, et puis finalement, meurtre par strangulation. Elle aurait placé Sandra dans la valise, puis elle serait allée vers le nord, donc vers les bassins, au coin de Whitehall et Batchetti, puis elle aurait simplement jeté la valise dans le bassin en espérant qu'elle cale ou qu'elle se rende plus loin ou whatever. C'est fou, sur le coup, il l'avait pas trouvé, la valise. Ça veut dire qu'elle a ressurgi sur la surface quelques jours plus tard? Ouais. Wow. Puis ensuite, elle aurait peut-être, si on le sait pas, essayé de s'enlever la vie avec une lame de rasoir ou essayé d'attirer l'attention vers elle, on le sait pas. À un moment durant le procès,
on va apprendre par le téléphone de Melissa, parce qu'on a réquisitionné son téléphone aussi. Le soir de la disparition de Sandra, Melissa leur a envoyé un message texte à Maria Chavez, la mère de Melissa. Vraiment pas longtemps après sa disparition, là, probablement après justement qu'elle a commis son meurtre. Puis elle aurait écrit « Hey, je vois que comme la police est chez toi. Est-ce que tu peux leur dire en même temps que je me suis fait voler quelque chose vers 4 heures environ? » Elle dit, je sais pas si ça va faire une différence dans ce que t'es en train de leur dire, là, en disant genre, je sais pas si toi, t'as eu un vol ou quelque chose, mais peux-tu juste leur dire ça en même temps? Ben voyons! Fait qu'elle aurait essayé de faire ça pour comme expliquer son vol de valise. Elle ramène son vol de valise, genre, pour vrai, là, ça n'a pas de bon sens. Elle s'est auto-dénoncée parce que comment il aurait pu savoir que c'était sa valise, à moins qu'il était écrit Mélissa dessus, là, mais... Je sais pas, elle aurait pu juste rien dire, là. Elle capotait sur sa valise, je trouve. Ouais, ben c'est ça, on dirait qu'elle était pas capable de pas dire d'indice, tu sais. Pourquoi elle est allée leur donner une note? Ouais, pourquoi elle parle de la valise? Pourquoi elle texte Maria Chavez? Pourquoi elle fait pas juste fermer sa gueule? J'avais oublié la note, non, c'est pourquoi ça, elle a fait ça? Non, c'est genre bizarre. pour vrai, une des seules raisons qu'on sait que c'est elle, peut-être qu'on l'aurait su, mais un peu plus tard, c'est parce que c'est elle qui a tout mené à elle depuis le début. Ouais! Tout ça, c'est fucké, là. Elle fait peur, cette madame! Ouais. Puis comme je te disais, elle va jamais avoir avoué tout ce qui est arrivé pour vrai. Sauf que durant le procès, tout ce qu'elle va dire à un certain moment, puis qu'on va comme peut-être apercevoir un peu de remords dans sa face, on est comme pas sûr, c'est quand elle va dire à la mère de Sandra Cantu, Maria Chavez, « Ne t'inquiète pas, ta fille n'a pas souffert. Je ne l'ai pas agressée sexuellement non plus. Je te demande, Maria, s'il vous plaît, de me pardonner. Je n'imagine même pas qu'est-ce que ça me ferait si quelqu'un faisait la même chose à ma fille. J'espère que tu vas me pardonner un jour. » Puis elle dit, « Encore aujourd'hui, je suis pas capable de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tous les jours, j'essaye de trouver une explication, mais j'ai toujours pas de réponse. » Puis Maria Chavez, elle veut dire qu'elle la pardonnera jamais. J'espère. Elle mérite aucun pardon, cette madame. Pourquoi t'as fait ça? C'est sûr que tu le sais au fond de toi, là. C'est ça qui est fucké, c'est que, mettons, tous les membres de sa famille au procès, ils vont répéter et répéter que, oui, Melissa, elle avait des problèmes d'argent, elle avait des petits problèmes, tu sais, elle s'est séparée, elle avait de la misère à élever sa fille tout seule, elle est retournée déménager chez ses parents. Oui, comme il y avait plein de choses qui allaient pas bien dans sa vie, mais tous les membres de sa famille vont dire, j'aurais jamais imaginé qu'elle aurait fait quelque chose comme ça. Jamais. Ça, c'est les membres de sa famille qui vont dire ça. Sauf que ce qui est triste, c'est qu'on va apprendre par après, une fois, elle avait drogué, en fait, une petite fille qui était venue chez elle jouer avec sa fille, une autre petite fille de 7 ans, qu'on dévoilera pas l'identité, et une autre fois, avec un ex-petit ami. Elle avait drogué son ex-petit ami avec le même médicament aussi, quand il était chez elle à un moment donné. Donc, 2 fois, on voit qu'elle a comme essayé de faire des choses whack. Dont une fois avec une petite fille de 7 ans. Fait que, est-ce que vraiment, genre, c'était pas son genre pis qu'elle a fait ça out of nowhere, tu sais, sa famille comprenne pas? Je sais pas trop, parce que à cause des 2 histoires qu'elle aurait peut-être essayé quelque chose, ça montre que c'était planifié dans sa tête, là. Ouais, moi aussi, je pense. Là, ce qui est vraiment triste et poche, je trouve, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi le procureur il a fait ça. Parce qu'au début, en fait, Melissa, elle a plaidé non coupable. Elle disait qu'elle avait jamais fait ça, que non. Sauf qu'au milieu du procès, elle s'est rendue compte, probablement grâce à son avocat, que ça n'a pas de bon sens. Il y a trop de preuves qui montrent que tu l'as tué. Donc, il va y avoir un fameux deal. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va changer son plaidoyer pour coupable. Et elle va dire, en fait, je suis coupable de meurtre et d'enlèvement. Sauf que, en échange, je veux pas qu'on dise que je l'ai agressée sexuellement. Donc, je veux qu'on laisse tomber cette charge-là. Ils ont enlevé la charge d'agression sexuelle, puis elle va seulement être reconnue coupable de meurtre et d'enlèvement d'enfants. Là, c'est poche parce que on est presque pas mal sûr, convaincu à 100%. Mais en fait, on est convaincu à 100%, le coroner l'a dit, là. Il y a eu agression sexuelle. Fait que c'est juste poche qu'elle n'est pas reconnue coupable pour ça. Mais au moins, ça va faire que le procès va se faire très rapidement. En 2010, elle va obtenir la sentence de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ouais, rendu là qu'elle ait eu la charge d'agression ou non, elle est en prison pour toujours. C'est poche, mais... Il voulait au moins qu'elle avoue pour le meurtre, tu sais. Ouais.
Donc, Melissa Huckabee est toujours en prison aujourd'hui, où elle risque de passer le restant de ses jours, on s'entend. Puis, elle est incarcérée au Central California Women's Facility à Chowchilla, qui est une ville juste en bas, un peu plus en bas, le genre au sud de Tracy. By the way, je sais pas si vous vous rappelez, le FBI qui avait fait un profil type de l'agresseur, là, un homme blanc de 25 à 44 ans avec un historique sexuel. Il était dans le champ en tabarouette. Qui l'aurait cru que ce serait une mère de famille? Ben moi, j'aurais cru aussi que ça soit un homme, là, c'est souvent un homme, mais moi, j'étais persuadée que c'était quelqu'un qu'elle connaissait, minimalement. Ça, c'est clair. Mais c'est frustrant que, tu sais, il y a aucune bonne explication, mais j'aurais aimé au moins, même je me mets à la place de la mère, tu sais, tu veux comprendre dans la fausse logique de cette femme-là, pourquoi elle a fait ça, pourquoi ce moment-là, à quel point c'était prémédité, est-ce qu'elle avait dit, OK, je vais attirer cette petite fille-là ce soir-là, ou ça l'a donné, c'était une impulsion, tu sais, il me semble, tu veux apprendre de cette situation-là, tu veux pouvoir closer le dossier en te disant, OK, c'est ça qui t'est arrivé, ça l'arrivera plus. Là, il y a comme aucune compréhension. Non, je sais, c'est fou. C'est terrifiant. Une mère de famille, là. Elle avait une petite fille de 5 ans qui était comme quasiment de la même âge que sa fille, là. Ouais, pourquoi genre tu 3 fais ans de ça? moins, mais ce que je veux dire, ils jouaient ensemble, puis tout, puis elle avait confiance en elle, puis en tout cas. Je sais pas si je peux, là, screenshot comme les vidéos de la caméra de surveillance, mais je vais vraiment essayer pour en mettre sur Instagram. Fait qu'allez voir nos photos sur nos réseaux sociaux, mais c'est tellement triste, là, qu'on voit les derniers moments de Sandra comme en vie, puis ça me donne des on voit comment tout le quartier se sont mobilisés, les policiers, comment tout le monde a tout fait pour retrouver cette petite fille-là, puis en tout cas. Mais merci de l'avoir raconté. Ben, plaisir. En fait, c'est pas vraiment un plaisir, mais écoute, j'espère que vous avez quand même aimé mon épisode, même si c'était tough. J'ai tendance à faire des épisodes d'enfants, on dirait, je sais pas, là. Ouais, j'avoue que toi aussi t'as fait Jonelle Matthews, puis... Ouais, on en a fait les deux. Mais ben c'était intéressant de voir une bonne enquête, tu sais. Toutes les moves que la police faisait, j'étais comme, parfait, d'accord, bonne idée. Ouais. Fait que c'était intéressant de voir il y a eu beaucoup d'étapes dès le début, puis ils ont été vraiment dedans, ils ont fait des actions, il y a eu tellement de monde qui ont eu à faire quelque chose dans cette enquête-là, tu sais, fait que ça, c'est bien. Puis c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon moment de le raconter, parce que... Ouais, ça faisait quelques heures. En tout cas, ça a bien tombé, là, parce que je connaissais pas exactement l'enquête, là, mais quand je faisais mes recherches puis que j'entendais tout ça, j'étais comme, wow, OK, c'est parfait. On les aime, les policiers, là-dedans, tu sais. Même si c'est triste comme dénouement, ils ont bien fait ça. Je connaissais pas du tout cette histoire. Tu dis qu'elle était connue quand même, mais moi, finalement, je la connaissais aucunement. Mais merci de me l'avoir apprise. Vraiment touchant, je suis un peu bouleversée, mais... Je sais pas trop comment conclure ça, là, mais merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours là. De votre support, ça nous fait tellement plaisir, encore et encore. On le dit à chaque semaine, on va pas arrêter de le dire. Tant pis si vous skippez ce bout-là de remerciement de fin, mais... Si vous skippez, vous savez pas à quel point on vous aime, OK? Skippez pas parce que vous manquez plein d'amour qu'on vous donne. Vous manquez une déclaration d'amour à chaque semaine. Oui, ça fait 49 fois qu'on vous dit qu'on vous aime. Mais merci aussi à tous nos nouveaux abonnés Patreon. Là, on a comme eu un petit boom, là, peut-être parce que la semaine passée, c'était notre semaine Patreon, ça a donné le goût aux gens. Mais si ce n'est pas fait et que vous pouvez vous le permettre, là, c'est vraiment tout ce qui... c'est vraiment... qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas. C'est vraiment tout ce qui... Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Voilà. C'est ce qui nous permet d'en faire autant, mettons, si je peux voler tes mots. Oui. C'est l'expérience cornet ultime. C'est sur Patreon. Oui. On vous aime. Continuez de nous écrire. Donnez-nous des petites notes. 5 étoiles, ça nous aide vraiment beaucoup. Instagram, Facebook, d'habitude c'est Jus qui le dit, là, fait que je sais même pas c'est quoi qu'on en a comme plateforme. Gmail, écrivez-nous partout, pis c'est ça. Je savais pas comment conclure, mais t'as tout dit, je crois. Tout est en barre d'infos de toute façon. On vous aime beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 50. Bye, bisous, bisous! Bisous, on vous aime fort!